Dans la chronique de 1708, Saint-Simon relate le départ des princes pour l'armée de Flandre et rapporte une anecdote qui suffirait à introduire, à résumer et presque à conclure déjà mon propos. Et un fragment de cette anecdote a déjà été cité ce matin par Laure Desprétaux. Je me permettrai de vous la lire intégralement. Le roi, qui avait la faiblesse de ne jamais partir un vendredi, jour de la Passion, jour funeste, ne fut pas si scrupuleux pour son petit-fils, le duc de Bourgogne. Il fixa son départ au 14 mai. Il semblerait néanmoins qu'à qui observerait les jours, celui de l'assassinat d'Henri IV et de la mort de Louis XIII devrait être réputé un jour malheureux pour la France, pour ses rois et pour ceux qui en sont si récemment sortis. Mais le roi, qui n'a jamais compté que lui comme roi de France, put s'apercevoir à cette occasion que sa cour ne le comptait pas seul, malgré ses adorations. La messe du roi, qui, selon la coutume, fut de requiem, frappa tout le monde et l'attrista sur le départ du jeune prince et ne s'en put contenir. Je n'en fus pas témoin, j'étais à Saint-Denis, à l'anniversaire de celui dont, par mon père, je tiens toute ma fortune. C'est à son exemple un devoir qui l'emporte sur tout autre et auquel je n'ai jamais manqué. Il est vrai que je m'y suis toute ma vie trouvé tout seul et que je n'ai jamais pu m'accoutumer à un oubli si scandaleux de tant de races comblées par ce grand monarque, dont plus d'une, sans lui, serait inconnue et demeurait dans le néant. Le courtisan mémorialiste observe les jours. À l'oubli scandaleux et à l'imprudence sacrilège de Louis XIV, il oppose obstinément sa piété, sa fidélité solitaire à Louis XIII. Le roi Soleil apparaît comme un souverain moderne qui entend résumer en sa seule personne toute l'histoire de la monarchie française, quand Louis XIII, le juste, est en vérité l'unique grand monarque, car il a su non seulement prendre en considération le passé, le temps des races, mais mieux encore, le distinguer, le représenter et le créer. Louis XIV incarne une modernité superbe qui veut être à elle-même son seul présent, un règne de perfection qui accomplit et abolit le passé. Le règne de Louis XIV efface l'histoire dans la glorieuse perfection d'un présent absolu. Saint-Simon préfère commémorer un passé qui se répète dans sa différence, puisque Louis XIII meurt effectivement à la même date que son père, Henri IV, mais à 33 ans, chiffre symbolique de distance. De Louis XIII à Louis XIV, deux souverains se succèdent de père en fils, mais deux économies ou deux idéologies du temps divergent radicalement selon Saint-Simon. Par idéologie du temps, j'entendrais ici une représentation imaginaire du temps associée à des valeurs partagées par une société, ce que l'historien François Hartog nomme des régimes d'historicité ou des ordres du temps. Cette dernière expression, ordre du temps, a retenu mon attention car Saint-Simon lui-même emploie une expression tout à fait proche, avec une signification différente évidemment, quand il rappelle que l'ordre des temps est toujours préférable à la suite naturelle des discours dans un récit historique. Et Marc Hersan a amplement commenté la signification de cette distinction. La notion de régime d'historicité met en évidence, je cite toujours François Hartog, des modes de rapport au temps, des formes de l'expérience du temps, ici et là-bas, aujourd'hui et hier, des manières d'être au temps. Et il précise, partant de diverses expériences du temps, le régime d'historicité se voudrait un outil heuristique aidant à mieux appréhender non le temps, tous les temps ou le tout du temps, mais principalement des moments de crise du temps, ici et là, quand viennent justement à perdre de leur évidence les articulations du passé, du présent et du futur. C'est cette crise du temps, orchestrée dans les mémoires de Saint-Simon, que je souhaiterais mettre en lumière aujourd'hui à l'occasion de cette journée d'études. Témoignerait de cette crise, selon moi, et comme l'a rappelé Damien en introduction, la difficulté intuitive que nous avons à situer Saint-Simon lui-même dans le temps. Est-il un auteur du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle, se demandent avec une certaine constance les programmes d'agrégation. Est-il un contemporain attardé de Louis XIV ou un éclaireur des Lumières ? En témoignerait également, selon moi, d'un point de vue lexical extrêmement précis, la labilité dans les textes de Saint-Simon eux-mêmes des termes utilisés pour désigner le temps, ses vices ou ses vertus. La prudence est-elle une temporisation hésitante ou une capacité de gouvernement ? La postérité est-elle la progéniture ou le sens de l'avenir ? L'événement est-il l'issue, bonne ou mauvaise, d'une conjoncture ou ce qui tout simplement arrive ? Ce sont trois expériences du temps que j'aimerais donc successivement décrire. L'exactitude de la modernité absolutiste instaurée par Louis XIV, la prudence problématique du courtisan conseillé, la vigilance apocalyptique du mémorialiste. Ma lecture des mémoires de Saint-Simon, accompagnée de celle du parallèle, ne sera donc ni complètement historique, ni strictement narratologique, ni uniquement psychologique.
Je signale, pour conclure cette introduction, que ces quelques réflexions ont été nourries à la fois par le projet que mène actuellement Delphine Régui à Saint-Étienne sur le temps du roi et par un très bel article d'Annabelle Bollot, publié dans un ouvrage collectif consacré aux vices du temps, dirigé par Justine Le Floch et Alice Yavio, et postfacé par Béatrice Guion, dont les analyses m'ont aussi beaucoup aidé dans la réalisation de cette communication. Dans ses mémoires, Saint-Simon représente Louis XIV comme un souverain moderne, et le terme arrive sous sa plume, qui ne correspond pas à l'image du prince transmise depuis l'Antiquité par les traités politiques ou les miroirs du prince. En effet, d'Aristote à Machiavel, et indépendamment du fait que Machiavel ait bel et bien brisé le miroir des vertus dans lequel le bon prince était invité à se réfléchir, le souverain doit être prudent. Pour bien gouverner un territoire et une population, c'est-à-dire pour tenir fermement le gouvernail de son royaume même par gros temps, le roi doit se gouverner lui-même et savoir saisir les occasions, on se demandait comment pouvait intervenir ce terme ce matin, pour imposer fermement sa domination et assurer la paix. Louis XIV semble entièrement dépourvu de cette sagesse des occasions. Il est le souverain des contretemps et des stratégies dilatoires. Sa réplique préférée face aux sollicitations n'est-elle pas « je verrai ». Un professionnel de la temporisation, ou comme l'écrit Saint-Simon, de la cunctation. Ainsi tarde-t-il à se rendre au chevet de Monsieur mourant, et Madame de Maintenon, écrit Saint-Simon, hâte la vie ordinaire pour distraire ensuite le souverain du deuil de son frère. Louis XIV réagit avec froideur quand se présente une audience insolite, ce sont également les termes de Saint-Simon, et rien ne le rebrousse, je le cite encore, davantage qu'une surprise ou un temps mal pris. Par exemple, quand le duc d'Orléans lui annonce sa rupture avec Madame d'Argenton en 1710. Ses plus familiers, comme le duc du Maine ou Madame de Maintenon, tirent sur le temps, l'expression est de nouveau de Saint-Simon, pour mieux faire admettre Villeroy dans la faveur du roi au moment même où meurt le petit dauphin en 1712, contretemps qui aura de grandes et importantes suites. Pour se prémunir des surprises, Louis XIV a donc transformé l'écorce extérieure de sa vie en une mécanique à laquelle se soumet Madame de Maintenon, dont Saint-Simon écrit dans la chronique de 1713 que par la mécanique de ses journées, elle ne voyait le jour que par le trou d'une bouteille. En revenant sur ces éléments bien connus, je ne souhaite ni rappeler les images de Louis XIV représenté comme un roi-machine, ni revenir sur la constitution du système de la cour, ni reprendre le débat qui a jadis opposé Emmanuel Leroy-Ladurie et Norbert Elias sur le processus de civilisation des mœurs et la curialisation des guerriers. Je voudrais simplement souligner la cohérence de la représentation temporelle qui soutient la relation des années du règne de Louis XIV sous la plume de Saint-Simon. En effet, et ce sont des passages bien connus, le roi pousse le souci du détail jusqu'à la myopie, l'exigence d'exactitude jusqu'à la dureté et la ritualisation du quotidien jusqu'à la rigidité. La contrainte des heures s'impose à tous les courtisans. Alors je cite quelques passages bien connus de la chronique de 1715, mais je pourrais également reprendre le passage du parallèle où Saint-Simon dit qu'avec un almanach et une montre, on pourrait connaître à la minute près l'emploi du temps versaillais. Son esprit, naturellement porté au petit, se plut en toutes sortes de détails. Ces pertes de temps, qui paraissaient au roi avec tout le mérite d'une application continuelle, étaient le triomphe de ses ministres, qui, avec un peu d'art et d'expérience à le tourner, faisaient venir comme de lui ce qu'ils voulaient eux-mêmes. Saint-Simon écrit un peu plus loin « Louis XIV était un homme uniquement personnel et qui ne comptait tous les autres, quels qu'ils fussent, que par rapport à soi. Sa dureté là-dessus était extrême. Grosses, malades, moins de 6 semaines après leur couche, dans d'autres temps fâcheux, il fallait être en grand habit, parés et serrés dans leur corps. Il parle des femmes qui l'accompagnent dans ses promenades ou dans ses voyages. Aller en Flandre et plus loin encore, danser, veiller, être dans des fêtes, manger, être gai et de bonne compagnie, changer de lieu, ne paraître craindre ni être incommodé du chaud, du froid, de l'air, de la poussière, et tout cela précisément aux jours et aux heures marquées, sans déranger rien d'une minute. Et là aussi, l'anecdote a été rappelée ce matin. Madame la duchesse de Bourgogne connaîtra une fausse couche en 1708 du fait de ce rythme du temps infernal. L'imprudence du roi, selon Saint-Simon, se manifeste par excellence dans le domaine militaire, où elle peut entraîner des conséquences funestes et durables pour l'ensemble du royaume. Prenons un exemple. Yves Coirot écrivait dans le chapitre consacré au problème du temps dans son optique de Saint-Simon, quand nous lisons les mémoires, nous avons l'impression qu'incessamment se relient à distance des épisodes majeurs, toujours plus nombreux, et qu'une tragique continuité de l'histoire se reforme et s'accroît derrière nous. Ainsi, à plusieurs reprises, dans les mémoires comme dans le parallèle, Saint-Simon raconte-t-il le spectacle singulier, je le cite, du siège de Compiègne. Tout d'abord une première fois en 1698, et puis une fois encore en 1715. Saint-Simon n'a pas de mots trop durs pour décrier les mauvais choix du roi et ses fautes à la guerre. Mais en revenant sur cet événement à différentes reprises, il change la perspective de son récit.
L'hypotypose énigmatique de la chronique de 1698 cède la place à un laconique jugement ironique dans celle de 1715. Alors, c'est une manœuvre militaire qui propose un siège en réduction, et la première fois où Saint-Simon raconte cette anecdote en 1698, il écrit que ce spectacle singulier le frappe à tant qu'il le peint 40 ans plus tard exactement de la manière dont il l'a vu au moment où il s'est déroulé. Et ce qui le frappe, il y a un effet de surprise dans l'hypotypose qui nous est proposé, c'est que ce n'est finalement pas tellement le siège, le spectacle du siège qui l'intéresse, que le fait que le roi, inconscient visiblement de ce qu'il se joue dans cette manifestation militaire, parle à Madame de Maintenon. Et il reprend en 1698 le récit de cet événement. « J'y reviens malgré moi, parce que quiconque... » Pardon, c'est le récit de 1698. « À peine était-on en paix, sans avoir eu encore le temps de la goûter, que l'orgueil du roi voulut étonner l'Europe par la montre de sa puissance qu'elle croyait abattue, et l'étonna en effet. Telle fut la cause de ce fameux camp de Compiègne, où, sous prétexte de montrer au prince ses petits-fils l'image de la guerre, il étala une magnificence, et dans sa cour et dans toutes ses nombreuses troupes inconnues aux plus célèbres tournois et aux entrevues des rois les plus fameuses, ce fut un nouvel épuisement au sortir d'une si longue et si rude guerre, tous les corps s'en sentirent de longues années. » C'est vraiment l'image d'un mauvais chef de guerre qui est ici représentée. La modernité de Louis XIV réside ainsi dans son extrême souci du détail, dans sa myopie politique, dans sa manière de s'en tenir à un présent absolu auquel il confère la perfection d'une éternité factice. Cette modernité explique son goût pour les nouveautés et les étranges innovations politiques, inspirées sans doute par son parrain Mazarin, et là je ne saurais mieux dire que ce qu'Annabelle vient de dire, sinon simplement rendre compte de certaines citations où véritablement le terme moderne apparaît pour qualifier cette temporalité particulière. En 1711, il écrit « J'ai expliqué ailleurs la très moderne et fine introduction de l'art des princes du sang et de leurs valets principaux, de les appeler monseigneurs. » Et il dit « Et qui, comme tous les autres honneurs, rangs et distinctions, devinrent bientôt communs avec les bâtards. » Et je précise que le terme de titanisme que Saint-Simon utilise pour caractériser notamment l'ascension spectaculaire des bâtards est encore aujourd'hui donné comme un néologisme apparaissant pour la première fois sous la plume de Saint-Simon pour caractériser ces innovations politiques. En 1714, il écrit à propos de la réception des pairs au Parlement « Telle est la moderne époque de ce changement fatal ». Ainsi s'explique que les mémoires de Saint-Simon, tout comme son parallèle, soient conçus comme des projets historiques exactement inverses de celui de l'histoire de France depuis l'établissement de la monarchie française dans les Gaules, du père Gabriel Daniel, furieusement à la mode en 1713, car tout est mode et curiosité à la cour, écrit Saint-Simon. En effet, cette histoire se veut un récit historique coulé dans un style cicéronien et adapté à l'économie moderne du temps Louis XIVienne, alors qu'il est en réalité, selon Saint-Simon, une imposture intellectuelle écrite tout à la louange du souverain. Trompe-l'œil historique, ce récit masquerait derrière la pseudo-chronique des temps les plus anciens de la monarchie française un éloge sans reste des bâtards contemporains et de facto une fallacieuse justification de leur droit à succéder au trône. Quant aux périodes les plus sombres de la monarchie française, comme la Ligue, Saint-Simon commente ironiquement « C'est un plaisir de le voir, donc le père Daniel, courir sur ses glaces avec ses patins de jésuite. » Alors, je ne vous cite pas la citation assez longue de ce passage. Pour Saint-Simon, le règne de Louis XIV impose une nouvelle économie du temps fondée non plus sur la prudence comme souple adaptation aux occasions, mais sur une exactitude poussée jusqu'à la dureté et à la rigidité, dont l'étiquette de Versailles n'est que l'une des manifestations, sans doute la plus connue, mais peut-être la moins importante. Défiante envers ce culte de la modernité aux implications militaires et politiques délétères, hostile à cette myopie temporelle qui réduit l'histoire à la célébration d'un présent absolu et parfait, Saint-Simon déploie au contraire dans ses mémoires un récit historique aux vastes perspectives et aux amples proportions, tandis que dans le parallèle, il compare des conjonctures et accuse à plaisir les contrastes entre des époques, des moments et des règnes qu'une idéologie présentiste, le terme est de François Hartog, ne saurait définitivement écraser. Je en viens au deuxième temps de mon propos. À la modernité aussi glorieuse que fallacieuse du règne de Louis XIV, Saint-Simon oppose une représentation du temps plus traditionnelle, celle de la prudence, et l'on se contentera ici de renvoyer, outre à l'article déjà cité d'Annabelle Bollot, aux travaux de Pierre Aubinck et de Francis Goyet. Cette conception du temps a sous-tendu toute l'action politique de Saint-Simon et toutes ses activités d'écriture. Saisir l'occasion, le kairos, quand elle se présente, revient à savoir délibérer et articuler les trois moments de la prise de décision, résoudre, vouloir, exécuter. Saint-Simon, qu'il demande audience à Louis XIV,
Qu'il consulte avec Chamillard, qu'il conseille le duc de Bourgogne ou qu'il s'entretienne avec le duc d'Orléans de la régence à venir, se présente comme un courtisan prudent, à même de, je le cite, savoir saisir l'occasion sans balancer et de comprendre, je le cite encore, la bizarre justesse de la conjoncture. Dans le Parallèle ou dans les Mémoires, Louis XIII est présenté comme un parangon de prudence. Il met en œuvre cette vertu dans ses conquêtes militaires, comme le siège de La Rochelle, dans l'exercice de la faveur, puisqu'il sait proportionner sa grâce à l'âge de son favori et choisir un moment opportun pour l'élever sans froisser ses pairs, et jusque dans la mort. Dans son agonie, une inspiration prophétique le saisit, prouvant ainsi que la véritable prudence s'accomplit dans la clairvoyance. Saint-Simon reprend ce fait selon lequel Louis XIII, mourant, aurait annoncé en latin la victoire de Condé à Rocroi. Saint-Simon utilise pour parler du temps de l'action un vocabulaire marqué de l'empreinte d'une culture classique et moderne qui concilie Aristote, on trouve sous sa plume l'idée de futur contingent, Machiavel, Guichardin ou Gracian. Il évoque les temps critiques, il évoque la maladie de Monseigneur comme une conjoncture si critique, un moment fatal, une conjoncture si touchante, mais ces textes sont également inspirés de la lecture de Tacite, sans doute passé au filtre de Juste Lipse et de toute la culture tacitiste du début du XVIIe siècle. Par exemple, Saint-Simon évoque la comparaison des temps, ce qui ne peut pas ne pas évoquer la similitudo temporis, si fréquemment pratiquée par Tacite dans ses annales et ses histoires. De la culture tacitiste du XVIIe siècle, Saint-Simon retient l'idée que la prudence est une habitude vertueuse difficile à mettre en œuvre, souvent mêlée dans ses accomplissements et presque toujours contrebutée dans ses réalisations par la Providence. Si l'on accepte la figure de Louis XIII dans le Parallèle, rares sont les exemples achevés d'authentiques prudents dans les Mémoires, où abondent des figures noires de la prudence courtisane, comme Noailles, le prince des démons, ou Soubise, qui emploie, je cite Saint-Simon, une prudence que peu de gens voudraient imiter. Des figures mêlées, comme celle de la princesse des Ursins, disgraciée par un mystérieux coup d'État, des figures partielles, comme celle de Monsieur de Luxembourg, dont je vous cite le rapide portrait. Rien de plus juste que le coup d'œil de Monsieur de Luxembourg. Rien de plus brillant, de plus avisé, de plus prévoyant que lui devant les ennemis ou un jour de bataille, avec une audace, une flatterie et en même temps un sang-froid qui lui laissait tout voir et tout prévoir au milieu du plus grand feu et du danger du succès le plus imminent. Et c'était là où il était grand. C'est beau comme du La Rochefoucauld, on a l'impression d'être dans du vrai. Pour le reste, la paresse même. Saint-Simon se projette lui-même dans la figure idéale du conseiller prudent. Avant même que ne meure Louis XIV, il propose aux régents de convoquer les États généraux et promeut un système de gouvernement par conseil. Il ne s'agit pas là d'une rêverie compensatoire, comme l'ont prouvé les travaux de Christophe Blanqui et d'Alexandre Dupilet, qui permettent de réviser des jugements parfois hâtifs portés sur le rôle et l'influence politique de Saint-Simon, qui ne reposaient pas uniquement sur ses talents de courtisan. La polysynodie, comprise dans une perspective comparatiste européenne, n'est pas une expérimentation politique hasardeuse, rapidement refermée, mais un modèle politique assez courant dans les monarchies de l'Europe moderne. Saint-Simon ne masque cependant pas ses embarras de conseiller, notamment quand il se demande comment agir avec Monsieur le Dauphin, avant que la mort providentielle de l'héritier du trône ne le libère de ses atermoiements. Les Mémoires développent une phénoménologie de la prudence, davantage attentive dans ses descriptions aux indications de durée qu'aux dates. Saint-Simon recourt à des expressions pittoresques et imagées pour décrire le sentiment paradoxal du temps vécu dans les occasions indistinctes, celui, nous dit-il, d'un continuel présent. Alors je vous lis simplement ces embarras quand il conseille Monseigneur. Je poussais donc le temps avec l'épaule, cette expression me semble intéressante, sur les voyages de Meudon, embarrassé de Monseigneur et du monde, en ne m'y présentant jamais, beaucoup plus en peine d'y hasarder des voyages. Si ce continuel présent me causait ces soucis, combien de réflexions plus fâcheuses la perspective d'un avenir qui s'avançait tous les jours, qui mettrait Monseigneur sur le trône et qui, à travers le chamaillis de ceux qui le gouvernaient et le voudraient dominer alors à l'exclusion des autres, porterait très certainement sur le trône avec lui les uns ou les autres de ces mêmes ennemis qui ne respiraient que ma perte et à qui elle ne coûterait alors que le vouloir. Faute de mieux, je me soutenais de courage. Je me disais qu'on n'éprouverait jamais ni tout le bien ni tout le mal qu'on avait à ce qu'il semblait le plus de raison de prévoir. J'espérais ainsi contre toute espérance, citation de saint Paul, de l'incertitude attachée aux choses de cette vie, et je coulais le temps ainsi à l'égard de l'avenir, mais dans le dernier embarras sur le présent, pour Meudon. Alors il y a d'autres scènes de conseil très belles, notamment quand Chamillard, persuadé d'être disgracié, parvient à s'entretenir avec Louis XIV. Saint-Simon le voit revenir de cet entretien et visiblement il le voit rajeuni, comme si finalement le temps du conseil réussi avait été un bain de jouvence pour le pauvre Chamillard.
Saint-Simon témoigne ainsi dans sa relation de conseiller du duc d'Orléans au moment de sa rupture avec Madame d'Argenton, par exemple en 1710, d'une forme de prudence à la fois mixte, je reprends le terme de Juste Lipse, et chrétienne, puisque la Providence est, écrit-il, la maîtresse absolue des temps et des événements. Et je cite simplement deux phrases de Saint-Simon sur cette prudence. « Faire ce qui est bon et honnête par des voies bonnes et honnêtes, garder après une conduite sage et mesurée, ne s'accabler pas de nœuds gordiens de prévoyance et de prudence indissolubles par leur nature, laisser dire, faire et agir en s'abandonnant à la providence est un axiome qui m'a toujours paru d'un grand usage à la cour, pourvu qu'on n'en abuse pas et qu'on s'y tienne en la façon que je le présente. » Il écrit dans la chronique de 1711 « Et voilà comme on travaille en ce monde la tête dans un sac, et que la prudence et la sagesse humaine sont confondues jusque dans les succès les plus raisonnablement désirés, et qui se trouvent après les plus détestables. » On pourrait également ajouter que cette prudence préside également à l'écriture des mémoires eux-mêmes, puisque Saint-Simon, qui s'assujettit à l'ordre des temps comme à la finitude d'une condition humaine abandonnée à la providence, prend le soin néanmoins de justifier l'occasion de ces digressions, écrit-il. C'est parce que l'exercice de la prudence, comme emploi du temps humain préparé par la délibération et orienté vers l'exécution, est rendu opaque par la sourde action de la providence qui limite la raison humaine, pourtant puissante dans son ordre, que Saint-Simon préfère s'en tenir à la vérité des faits et à l'ordre d'un temps mortel, je reprends une expression de Marc Hersan, en endiguant toute propension à la fiction ou à l'invention, comme il l'écrit lui-même. Il est de bonne foi d'avouer ces ténèbres et de donner pas des fictions et des inventions à la place de ce qu'on ignore. Il faut raconter l'événement avec exactitude et de donner après ces courtes réflexions que pour ce qu'elles peuvent valoir. C'est comme si finalement, élaborer soi-même sur les événements en proposant des fictions ou des inventions était insulter à l'opacité que la providence donne à la prudence. Je termine mon exposé par un troisième et dernier temps, puisque Patrick regrettait le manque de dialectique. Alors, vous avez une dialectique rhétorique en 3 parties. Comme l'a prouvé Marc Hersan, si Saint-Simon s'assujettit à l'ordre des temps, ce n'est ni pour le transcender, ni pour le déborder par les fulgurances d'une imagination qui dévoilerait les profondeurs de son moi créateur. Le temps analytique des mémoires s'écoule comme un temps mortel et catastrophique, orienté par une visée apocalyptique. Tel un apôtre au jardin de Gethsémani, Saint-Simon écrit comme il veille, en attendant une révélation qui soit aussi un jugement. Il écrit « Mon travail était donc fort interrompu, qui est la chose du monde la plus nuisible à bien faire, surtout en telle matière. J'avais souvent recours aux nuits. » Et on sait à quel point ce Saint-Simon nocturne fascinera Marcel Proust. Pour le mémorialiste, le temps du kairos n'est plus exactement celui du courtisan ou du conseiller. La prudence se transforme en vigilance. Le kairos est converti. Et on peut dire de Saint-Simon, comme le disent saint Paul ou Marc, « Le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit », ou, citation des évangiles de saint Marc, « Prenez garde, chassez le sommeil, car vous ne savez pas quand c'est l'instant, et cet instant, c'est bel et bien le kairos. » Donc on peut penser que cette écriture nocturne des mémoires est vigilance, c'est-à-dire veille, en attendant qu'un juste moment, mais qui n'est plus le juste moment du temps profane, se présente et qu'il puisse être saisi. On a souvent remarqué le goût de Saint-Simon pour la singularité. Singularité individuelle des portraits, singularité des anecdotes ou des événements. Cette prédilection concerne également la représentation du temps dans les mémoires. Saint-Simon écrit en effet dans la chronique de 1711 « Je rappelle toutes ces époques au pluriel pour indiquer leur singularité respective et ces faits épars dans les mémoires pour les remettre tout à la fois sous les yeux et montrer les raisons de la conduite de tel ou tel. » Contre l'écrasement des perspectives, l'uniformisation du temps et l'absolutisation du présent instituée par la modernité louis XIVienne, Saint-Simon promeut une esthétique et une herméneutique du temps fondée sur la singularité et la différence. Il tente, par des hardiesses syntaxiques et lexicologiques, de capturer le tempérament des époques, la couleur ou l'épaisseur d'un moment, comme celui où, sous la routine des travaux et des jours, s'annonce un noir événement, la rédaction par Louis XIV du codicille ajouté à son testament. Alors je lis ce passage qui me semble très beau. Il parle de Madame de Maintenon et du duc du Maine. Tous deux devinrent sérieux, souvent mornes, silencieux, jusqu'à ne rien fournir à la conversation, bientôt à laisser tomber ce que le roi s'efforçait de dire, quelquefois jusqu'à ne répondre pas même à ce qui n'était pas une interrogation précise. Maréchal et tous les autres, étonnés de ce morne inconnu du duc du Maine, se regardaient sans pouvoir en pénétrer la cause. Ils voyaient le roi triste, ennuyé, ils en craignirent pour sa santé, mais pas un d'eux ne savait et n'osait que faire. C'est la dernière phrase qui m'intéresse. Le temps coulait,
et dans l'un et l'autre des deux particuliers, le morne s'épaississait. Et dans la recatégorisation, ça m'apprendra à jargonner, de l'adjectif en nom, j'ai l'impression que c'est vraiment l'essence d'un moment particulièrement singulier et dramatique qui s'écrit. Mais si Saint-Simon écrit sans relâche la chronique d'une décadence annoncée, c'est que, écrit-il, le temps découvre tout. Raconter ses mémoires suppose une herméneutique du passé qui décèlerait les germes, les semences, les virtualités souvent invisibles dont il était gros et qui ont ensuite germé, qui ont été actualisées pour devenir le présent du mémorialiste. Souvent, les paragraphes de la chronique commencent par ce que la narratologie qualifierait de prolepse. Saint-Simon cherche à déterminer quand éclosent les premiers commencements de l'affaire de la bulle Unigenitus, quand commence à pointer la fortune des frères Belle-Île ou celle du futur cardinal de Fleury. Dans cette éthique du temps, attention au passé et souci de l'avenir se confondent pour justifier, d'un point de vue à la fois historique, moral et théologique, l'entreprise mémorialiste de Saint-Simon. S'il accepte, nous dit-il, de nuire de façon très directe et très radicale à la réputation et à la fortune d'autrui en écrivant ses souvenirs et en consignant ses observations, ce n'est ni complaisance coupable, ni amour-propre, ni goût des ragots. C'est paradoxalement charité et vigilance, car le mémorialiste vit parmi la postérité de ce qui a figuré dans ces temps dont il parle. Et je pense à la communication de ce matin qui nous parlait des méchants qui subsistent en fait à travers leur descendance. La postérité ici, c'est-à-dire d'abord la descendance, mais aussi la continuité du temps. Je conclus. Exactitude moderne, prudence opaque, vigilance charitable, telles m'ont paru être les trois manières d'être au temps tressées dans les textes de Saint-Simon, les mémoires et le parallèle en particulier. Elles entretiennent une relation dynamique, sinon dialectique, qui orchestre avec des images singulières et des expressions étonnantes une crise du temps qui rend pour les lecteurs d'aujourd'hui poignante ces récits historiques intempestifs.